Faut-il se fier à William Higgins et investir sur D'Amico International Shipping? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec D'Amico International Shipping, entreprise italienne de fret d'énergie, donc du fret maritime. C'est un secteur qui est en bas de cycle. L'autre action dans le même style qu'il y a dans le fonds France d'indépendance AM, c'est Hog Autoliners, du fret norvégien. Ici, on est sur du fret italien, mais c'est à peu près le même topo. Donc, on va regarder ça en détail. Donc, on voit que le cours de l'action, depuis 2022, il a fait presque un x10 en très peu de temps, en 2 ans. Donc, est-ce que c'est fini et tout va s'effondrer? On va regarder ça. On voit que ça rebondit quand même. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, ultra cyclique. On est sur moins 4%, moins 4%, moins 3,6%, 7% en médiane sur 10 ans. Sur 2024, on fait moins 9,4%. Est-ce qu'on a les 12 derniers mois? Est-ce qu'on peut aller zoomer sur... Oui, on a les chiffres à mars 2025. Donc si on se met comme ça, on voit que là, il y a eu un formidable haut de cycle. Et là, ça ralentit un petit peu. Est-ce la fin pour D'Amico International Shipping? Je ne sais pas. Je ne connais pas les cycles. Mais donc, il faut garder ça quand même en tête, hein, et se rappeler que c'est une entreprise qui opère dans un secteur où... on peut très rapidement décroître et très rapidement croître à nouveau quand on est en mode cycle, hein. Donc attention. Il vaut mieux, à mon avis, normaliser les résultats. Et donc les multiples qu'on voit ici, ils ne sont pas forcément à ce niveau-là. Voilà. On va regarder d'abord les marges. Haut de cycle, donc incroyable, hein. Hop, ça rebondit complètement. Toutes les marges, tous les taux de marge rebondissent. Ça veut dire qu'on maintient, donc ils ont une capacité à monter les prix. Ils maintiennent l'efficience opérationnelle et ici, ils ont maintenu l'efficience financière. Donc tout se passe bien au niveau de la gestion. Taux de marge net à 34%, alors qu'en 2022, on fait au moins 15%. Donc c'est ultra cyclique, hein, ces dossiers, hein. Il faut vraiment l'avoir en tête. Après, le management, à mon avis, est compétent, hein. Il arrive quand même à bien maintenir les marges en tout type de situation. Mais après, donc, le taux de marge brut, en fait, ils vont pas pouvoir y faire grand-chose, hein. Ils vont subir le prix du fret. Mais sur les autres taux de marge, ils arrivent quand même à maintenir l'efficience. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, toujours important pour savoir si on gagne réellement de l'argent. Donc pendant une période, ici, là, de 2018 à 2023, on n'a pas gagné d'argent en termes de comptable, mais en plus, en termes de free cash flow, il a fallu attendre jusqu'à fin 2023, hein. Donc à garder en tête. Pour l'instant, donc les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc ça veut dire que l'entreprise quand même a du mal à bien convertir son résultat net en free cash flow. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il ne faut pas que ça se maintienne sur la durée. Donc là, ils arrivent quand même à recoller un petit peu, mais ils ont pas complètement recollé. Est-ce que le BFR évolue défavorablement? Oui, pour 75 millions, donc c'est pas grand-chose. Ça reste, ouais, si, quand même, c'est une bonne part, hein. Donc ça a un peu impacté les free cash flow, enfin les bénéfices, le cash flow opérationnel. Si on regarde la dépense en capital par rapport aux dépréciations amortissements, on est toujours en excès de dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements. Donc on continue d'investir. Donc à mon avis, il faut la croissance organique. Enfin, ils veulent financer la croissance organique. Donc ça va être des navires, hein, qu'ils achètent. Donc, eh bien, tant mieux si derrière il y a de la croissance, hein. Mais s'ils sont en surcapacité parce qu'ils ont trop investi, et bah, forcément, c'est une mauvaise dépense en capital. Et donc ça impacte forcément les free cash flow. Il doit y avoir du other and cash items aussi. Hop, il y en a pour 700 millions. Donc là, voilà, vous avez la différence, hein, qu'on retrouve ici. Donc, bon, pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, il vaudra mieux utiliser free cash flow pour être conservateur. On regarde l'endettement, 113 millions, donc la dette est en chute libre, hein, normal, on a une bonne rentabilité, on va voir ça après. Donc, on est endetté à moins de la moitié de l'EBITDA. Et on va dire 3 fois les free cash flow, même pas 2 fois les free cash flow. Donc, pas de problème sur la dette. D'ailleurs, il ne faut pas être endetté, hein, sur ce type d'industrie. En bas de cycle, ça ne pardonne pas, quoi. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas trop endettés alors que le cycle est en train de se retourner un petit peu. On regarde la rémunération de l'actionnaire. Hop. On a un dividende qui a fortement augmenté, hein, depuis 2017, c'est normal. Alors, ce que je n'ai pas regardé avant de passer ici, c'est le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle, hein, voilà. Donc elle était excellente, hein, hors norme. 45% en mars 2024, en juin 2024, c'est excellent. Maintenant, ça retombe, on est à 15,4 et on revient vers une médiane qui est à 4%, hein, qui est faible, hein. Donc pour l'instant, on dégage du cash.
et on en profite pour se désendetter et pour le rendre aux actionnaires. Mais il y a pas, à mon avis, la dépense en capital n'est pas forcément pertinente, hein, vu que le cycle est quand même en train de se retourner. Euh, donc, on va peut-être se retrouver en surcapacité, hein, sur ce dossier. Alors, revenons à la rémunération de l'actionnaire. Toujours par rapport au free cash flow, puisqu'on rémunère l'actionnaire avec les free cash flow. Alors, vraiment, l'actionnaire qui a 15,4%, c'est excellent. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas, parce qu'on a un dividende à 60 millions et le free cash flow à 78 millions et les free cash flows sont en train de chuter, alors que le dividende continue à augmenter. Donc, ça, c'est pas durable. Donc, là, il faut s'attendre à ce que le dividende soit coupé, hein, ou soit baissé, lourdement baissé, hein, pour, dans les prochains trimestres. Parce que c'est pas soutenable. Si vous regardez, il y a eu un peu de rachat d'actions également, hein, ça permet aussi de rendre du cash aux actionnaires. Mais on voit que dans l'historique, le groupe n'a souvent pas versé de dividendes en fait, hein, et c'est normal, hein, vu qu'on a des périodes où on ne gagne pas de free cash flow, donc on ne peut pas rémunérer l'actionnaire. Donc actuellement, c'est pas bête ce que fait le management. Ils ont maximisé la rémunération de l'actionnaire parce qu'ils savent que le cycle ne sera pas éternel. Donc ils ont rendu un maximum de cash puisqu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Ils ont fait une grosse dépense en capital. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais peut-être qu'ils en ont fait trop. En tout cas, euh, cette rémunération de l'actionnaire, je pense qu'elle va baisser par la suite, hein, à cause des free cash flow qui sont en baisse. On regarde maintenant la valorisation. Allez, on va se mettre, on va regarder price to cash flow et on va l'entreprise sur EBITDA. En price to cash flow, c'est pas cher payé du tout. On est à 3,7 en médiane. À l'heure actuelle, on est à 5,8. Donc, c'est jamais très cher, sauf quand les free cash flow disparaissent, hein. Ça, c'est des périodes où justement, on n'a plus de free cash flow. Et donc, le multiple de price to free cash flow, il est énorme. Mais en général, on se paye pas très cher. Et si on regarde en VE sur EBITDA, c'est le même topo, hein. Là, on a 2,7 contre une médiane de 8,5. Mais en réalité, je pense que c'est un dossier cyclique qui s'analyse, c'est même cyclique profonde. Ça s'analyse un peu comme d'autres cycliques profonds, comme Jacques Metals, comme ArcelorMittal par exemple. En fait, il faut à mon avis acheter ces entreprises quand les multiples sont bas, quand les multiples sont hauts alors soit le multiple de price earning, soit le multiple de price to cash flow. Idéalement les deux. Donc quand les multiples sont un petit peu élevés, comme c'était le cas par ici, en 2021, et quand vous avez une décote sur actif tangible. Donc on peut regarder ça. Est-ce qu'il y en a une? Donc là, il y en a une. Donc vous avez quand même une marge de sécurité. Mais d'un point de vue timing, c'est pas optimal. En fait, je pense que le timing optimal, c'était ici. Hop, vous aviez un multiple de free cash flow qui était élevé, ou alors vers ici, hein. À ce moment-là, vous avez un multiple de ratio, donc là c'est en vert, c'est ratio de course free cash flow qui était élevé, commençait à être élevé, mais vous aviez toujours une décote. Donc là c'était opportun. Maintenant, là, l'entreprise, bah, du coup, a commencé à vraiment gagner beaucoup d'argent, mais la décote a disparu sur l'actif tangible. Et ça veut dire aussi qu'on se rapproche du haut de cycle. Et quand le cycle se retourne complètement, vous devez avoir un multiple de price free cash flow et de price earning qui commence à remonter, tout en ayant la décote sur actif tangible. Et là, vous avez une meilleure marge de sécurité. Conclusion du dossier sur d'Amico International Shipping. Je pense que le timing n'est plus très bon maintenant. Il faut attendre que le cycle se retourne et que du coup les bénéfices et le free cash flow baissent, que le multiple de sur ces deux flux remonte et qu'il faut vérifier qu'on a toujours la décote sur actif tangible. Et là, on pourra revenir sur le dossier. Moi, je pense que maintenant, il est trop tard. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.